pour relever des choses. Ceci dit, professeur Haïssi, c'est dommage. C'est dommage. Et je vais vous dire, je vous lance le défi que le Béninois que je suis, dans mon implication dans la vie de tous les jours des Béninois, s'il faut parler en termes de comparaison, vous êtes loin derrière, monsieur Haïssi, loin derrière. Je consacre par an un minimum de 20 millions CFA de ma poche pour la construction de ce pays-là. Et je n'ai pas à m'étaler. Alors, s'il vous plaît, parlez de choses que de toute façon, vous évitez de parler des chiffres. Mais bon, enfin, monsieur Riomi, j'aime beaucoup vous entendre. J'aime beaucoup parce que j'aime la classe qu'il y a en vous, en fait. Vous, oui, vous défendez soit ce en quoi vous croyez ou soit ce en quoi vous avez cru, mais qu'il faut continuer de défendre. Mais n'empêche, vous avez de l'élégance, justement, de l'humilité. Et c'est fondamental. Je vais vous dire ceci, monsieur Riomi. Lorsque l'on parle du SMIC, l'on n'octroie pas 25 millions de francs CFA par mois à un ministre dans un pays où le SMIC est ce que vous évoquez. L'on n'octroie pas 3 milliards de francs CFA à des partis prétendument politiques sans aucune idéologie derrière. L'on n'octroie pas, monsieur Riomi. En fait, en 2017, dans cette grande... Mon alter ego, mon protagoniste disait tout à l'heure qu'il est chercheur. Il n'est pas moins que moi, d'ailleurs. Je suis en retraite, mais je suis émérite et je continue d'en faire. Je vais en faire bientôt dans Cotonou encore. Donc, vous ne me connaissez pas assez. Vous avez dit que vous avez 20 millions que vous donnez chaque année, ou en tout cas, que vous amenez donc sur Cotonou. J'ai fait le calcul rapidement, donc ça fait 30 000 euros. Vous voyez, hein, donc c'est très relatif, en tout cas, pour moi qui ai été ancien premier vice-président et qui a un ensemble de responsabilités. Vous dites que je ne sais pas tout ce que vous avez fait. C'est vrai, mais vous ne savez pas non plus tout ce que j'ai fait. Sachez que depuis que je suis en responsabilité, que ce soit à l'île métropole, que ce soit à l'université, allez demander ici dans le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Environnement, etc., les partenariats qui ont été mis. Donc, vous voyez, calmez-vous. Ensuite, vous donnez des chiffres qu'on ne peut même pas contrôler. Moi, je ne sais pas. Vous dites qu'un ministre gagne 25 millions par an. Très bien, moi, je vous entends. Je ne sais pas. Je ne sais pas où vous avez vos chiffres. Hein. Donc, vous voyez, comme dit l'animateur, nous avons convenu d'un certain nombre de choses entre nous. Je peux relever beaucoup de choses dont vous avez dit, y compris au niveau des chiffres. Un tout petit peu pour redonner la parole à M. Diossou. Vous savez, 7%, 5%, je vous ai dit tout à l'heure, c'est très relatif. Vous avez affaire à un scientifique. 7% de quoi? 5% de quoi? Si aujourd'hui vous avez un gâteau, disons ça fait 500, vous prenez 7%, d'accord? Faites le calcul, ça va faire à peu près 35. Et si vous augmentez le gâteau à 800, vous prenez 5%, ça fait 40. Vous voyez? Donc, quand on donne des chiffres, il faut toujours... Nos vis-à-vis nous disent si ces chiffres sont exacts et si ces chiffres renvoient vraiment à un lieu d'être fier de soi. Merci. Non, je vais leur laisser la parole. Ils ont écouté. Monsieur à Volentor, monsieur à Volentor, je vous ai laissé vraiment dire votre position et vos chiffres. D'abord, gouverner, ce n'est pas la théorie. Hein. Ce n'est pas la théorie. Si vos références banques mondialistes étaient aussi efficientes et aussi efficaces que ça fait depuis 50 ans que nos pays étaient suivis par la Banque mondiale et le FMI, ils seraient déjà beaucoup développés. J'ajoute que vous dites que le projet ARCH, en réalité, c'était un vieux projet qui venait donc de Pangea depuis 2008. Mais pourquoi, si c'était depuis 2008,
pourquoi le président Yahya Boni n'a-t-il pas mis en œuvre cela et qu'à la fin de son mandat, son ministre de la Santé, qui était encore donc là, constatait tout simplement qu'on ne pouvait même pas parler donc du RAMU et le mettre en œuvre. Bon, donc, non, je pense que, vous voyez, quand vous restez trop à l'étranger et que vous ne revenez pas souvent donc, chez nous, on reste dans la théorie. Non, je suis désolé. Je dis bien que quand on arrive au pouvoir avec un projet, on essaie donc de constater ce qu'il y a, et c'est ce qui a été fait. Ensuite, on met en place son projet et on priorise. Aujourd'hui, nous avons tout pour que nous commençons maintenant à vraiment donc traiter, soyez donc correctement, de façon efficiente, et surtout les populations fragiles, puisque c'est ça qui se trouve d'abord être le souci donc, du gouvernement. Les populations fragiles qui sont aujourd'hui suivies sont soignées dans nos hôpitaux qui ont plus de moyens. Alors, vous me sortez donc des chiffres. C'est vraiment curieux, hein? Je crois savoir, à moins que je me trompe là aussi, que récemment, j'ai entendu dire que le Bénin est sorti de la zone des pays pauvres à la zone des pays, en tout cas, pas riches, mais en tout cas, qui ont un certain mieux-être. Si tout ce que vous dites là était réellement cela, je ne pense pas que ça aurait pu donc nous faire sauter. Quand ça vous fait mal, il faut quand même prendre ça en patience. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, M. Bonincha. Alors, donc, vous dites que des réformes ont été faites. Monsieur Eriyomi disait tout à l'heure que depuis 50 ans, ce n'est pas en 4 ans qu'il faut faire ce qui a fait depuis 50 ans. Je ne sais pas si Patrice Talon est venu rebâtir le Bénin. Patrice Talon a parlé des réformes. Les réformes, c'est une façon intelligente d'opérer des réajustements. Par conséquent, ces réajustements-là se font sur ce qui est sur l'existant. Patrice Talon n'est pas en train de reconstruire tout le Bénin. Alors, il ne faut pas lui donner le crédit de dire que nous sommes en train de tout réorganiser comme si rien n'avait été fait avant que Patrice Talon ne vienne. Concernant le domaine, vous savez, moi, le domaine médical n'est pas trop mon domaine. Je ne suis pas médecin de formation, je ne suis pas à la retraite, donc je ne connais pas très bien le domaine médical, mais concernant, j'entends des personnes comme Faustin ici, je pense qu'à un certain âge, il faut avoir un peu de retenue dans les termes, dire que oui, il faut, quand on est resté très, très loin de son pays, on ne connaît peut-être pas des réalités. Moi, j'ai de la famille au Bénin, j'ai des enfants même qui sont encore au Bénin, je paye des impôts au Bénin parce que j'ai des biens immobiliers au Bénin, je paye des scolarités au Bénin, donc je sais ce qui se passe au Bénin au quotidien, on m'en informe. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tellement interconnecté que ce qui se passe à Jakarta à 5 h du matin est su à 5 h 1 minute au Canada. Par conséquent, dire que parce que les gens ne sont pas allés au Bénin pendant longtemps et que vous avez le privilège d'y être entré quelques fois, donc il faut parler cette façon réductrice et exclusionniste avec laquelle fonctionne le gouvernement que vous supportez depuis 4 ans est devenu désuet et ça commence par... Que les ODD s'inscrivent dans les objectifs du millénaire pour le développement. Et l'OMS a ses critères très, très rigoureux par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement. Alors, venons-en au budget du Bénin. En fait, la part du budget du Bénin qui est consacrée à la santé est passée, écoutez bien, est passée de 7,9% en 2015. Notez bien, s'il vous plaît, auditeurs. 7,9% en 2015 à 7,6% en 2016. Est tombé en 2017 à 5,2% pour finalement atterrir à 5% en 2019. My goodness! Quelle priorité! De 7,9% en 2015, on en est arrivé à une part de budget de 5% en 2019. Et pour référence, s'il vous plaît, pour référence, l'accord d'Abuja prévoit 15% du budget pour justement l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement.
Et l'OMS va un peu quantifier cela en termes de dollars par habitant et dit qu'il faut un minimum de 60 $ US par habitant de dépenses de santé. Le Bénin est à peu près à 6,1 $, 7 $ maximum si on est généreux, par habitant. Nous parlons de 60 $ préconisés par l'OMS. Nous sommes à 7%. Voilà les réalités. C'est réceptionné par Yahi. L'IRM pour Cotonou, ce n'est pas arrivé, c'est toujours, ça va arriver. Le bâtiment en construction depuis 2 ans, donc, pour réceptionner cela, n'est pas terminé. Le scanner de Paracou, ça va arriver. Le scanner de Lokossa, ça va arriver. Le scanner de Porto Novo, ça va arriver. Quand on sera en période électorale, eh bien, dans un bling-bling de tour de magie, on sortira 1 ou 2. Et oui, voilà, toute la population applaudira. Et vive le PAG, vive un autre mandat. Je ne parle pas en politique, je parle en chercheur. Et je vous rassure, ne me prenez plus jamais comme parlant en politique parce que je vais questionner les données. Je ne sais pas, monsieur, parce que vous me laissez, je ne sais pas si j'ai encore le temps, sinon je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission dimanche au cours de ce 27 septembre 2020. Cette émission entre dans le cadre de l'appréciation de l'avancement des grands projets du PAG. À quelques mois de la fin du mandat du président Patrice Talon, les regards sont désormais figés dans le rétroviseur pour savoir si les fruits ont tenu les promesses des fleurs. Cette première émission que nous consacrons au PAG abordera les piliers 1 et 3. Le pilier 1, pour rappel, consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Et le pilier 3, améliorer les conditions de vie des populations. Pour nous accompagner, nous avons un panel de 4 invités. Tout d'abord, Faustin Aïssi, professeur émérite, ancien premier vice-président d'université, ancien élu de Villeneuve-d'Ascq et de Lille Métropole en charge des universités et de la recherche, ancien président d'association de Béninois. Bonsoir, professeur Faustin Aïssi, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur Djossou. C'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir invité, de nous avoir invités à cette émission. Effectivement, à 6 mois maintenant, donc des prochaines élections présidentielles. Toujours pour nous accompagner, M. Jean-Noël Eriyomi, ancien enseignant à l'École supérieure de puriculture de Paris, actuellement président de l'association Bénin Santé Plus. Il est par ailleurs co-coordinateur de Bénin International Medical Santé. Bénin International Medical Salon. Bonsoir, M. Eriyomi, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Djossou. C'est un plaisir, effectivement, d'être sur votre plateau et de côtoyer les sommités que vous avez invitées. J'espère que nous allons passer une agréable soirée. Notre troisième invité est M. Aimé Avolonto, professeur agrégé de linguistique, analyste des dynamiques de politique africaine. Bonsoir, professeur Avolonto, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Monsieur Djossou. En fait, je tiens à quand même rectifier quelque chose. Non pas que les titres, j'en rapproche, j'en ai pas besoin, mais c'est quand même important que la précision se fasse. Je suis professeur agrégé de linguistique et de littérature. Et puis bon, spécialiste de l'application des nouvelles technologies à la pédagogie des langues. Donc, ensuite, en plus d'être analyste politique. Bonsoir, donc, chers panélistes, chers contradicteurs, chers associés. Je suis sûr qu'on vivra une très belle émission. Merci beaucoup, merci pour la précision.
Et enfin, M. Richard Boni-Orou, politologue, socio-économiste, il est aussi consultant en démocratie et société et auteur. Bonsoir, M. Boni-Orou, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Dossou. C'est moi qui suis heureux de participer à ce panel avec toutes les personnes qui sont invitées que vous avez citées, qui sont de grandes personnes. Et j'espère que durant les 2 heures durant lesquelles nous allons côtoyer ou que nos opinions vont se côtoyer, que nous permettrons aux Béninois d'avoir un éclairage assez précis sur ce qui se passe au pays et éventuellement ce qui se passera. Je vous remercie. Merci beaucoup. Une fois encore, je vous remercie pour votre disponibilité. Je rappelle aux internautes que cette émission est interactive. Les internautes peuvent apporter leur contribution au débat en commentant cette vidéo live. Le 17 décembre 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a présenté un programme d'action ambitieux aux Béninois composé de 45 projets phares et 95 projets sectoriels. Le tout articulé autour de 3 piliers. Avant d'entrer en détail sur les 2 piliers dont on va parler ce soir, je voudrais d'abord vous poser une question d'ordre général. Si vous devez retenir un point qui vous aurait marqué au cours des 4 dernières années, dans le cadre des actions du gouvernement, quel point vous pouvez aborder? Professeur Faustin ici. Oui, moi, je dirais que ce qui m'a surtout le plus fait du bien, c'est d'abord le fait que nous puissions avoir moins de coupures d'électricité. Parce que dans un pays en développement, quand vous arrivez et que votre ordinateur se coupe tout le temps, c'est quand même ennuyeux. Et donc ça m'a vraiment donc marqué dès les 6 ou 8 mois donc, qui ont suivi. Parce que ce n'est pas le 17, mais c'est le 16 décembre donc, que le PAG a été porté à la connaissance donc, des Béninois. Et dès le Patrice Talon est arrivé au mois d'avril, mais déjà, dès la rentrée de septembre, ils ont déjà commandé beaucoup de groupes pour suppléer aux coupures intempestives qu'on avait. Donc déjà, le 16 décembre, on avait déjà, enfin, il y avait moins de coupures d'électricité déjà. Voilà, moi, c'est ça qui m'a d'abord marqué. Okay. Je pose la même question à M. Jean-Noël Eriomi. Si vous devez prendre un seul point, de quel point vous pouvez nous parler par rapport aux 4 dernières années? Merci beaucoup de me donner la parole. Par rapport aux 4 dernières années, moi, je suis beaucoup plus porté sur le côté social de ce PAG, puisque je suis du domaine médical, donc c'est ça que je vois beaucoup plus. Bon, même si ce n'est pas exactement encore ce que l'on veut, ce que l'on recherche, il y a quand même, allez, un petit succès quand même, quelque chose de bien qui se fait, même s'il y a beaucoup encore à faire. Sinon, en dehors de ça, au niveau de la sécurité, c'est vrai que d'ici de là, on voit encore quelques insécurités qui flottent, mais voilà. On a quand même, on peut sortir de chez soi et puis rentrer à l'heure où on veut. Effectivement, comme dit le professeur ici, on a quand même de la lumière. Enfin, pour nous qui sommes bien sûr en ville, parce que moi, j'ai au moins la chance d'aller régulièrement au Bénin. Voilà. Merci beaucoup, M. Boni Richard. Sur la même question, quel élément vous pouvez partager avec nous? Merci Jules. Je pense que le professeur Faustin ici disait que une des choses qu'il remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie maintenant au Bénin et que les ordinateurs ne puissent pas se couper. Il a dit, nous avons de l'électricité. Je pense que nous, c'est un peu osé. La majorité des Béninois ne pourront pas dire autant que lui, mais je comprends peut-être qu'il est privilégié, je n'en sais rien. Quant à moi, ce que je remarque pour ce qui est des 4 ans de Patrice Talon à la tête du Bénin, je remarque une volonté de dirigisme à la chinoise.
il y a cette capacité de l'homme à se montrer assez exclu du rôle que les Béninois lui ont confié. Patrice Talon est au pouvoir pratiquement pendant 4 ans et on remarque que rien n'a changé en dehors de ce qui a changé pour l'ensemble des personnes qui le soutiennent et qui sont avec lui. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, professeur Aimé Avolonto, toujours sur la même question, un élément à partager par rapport aux 4 dernières années. En fait, je remarque une convergence de tout ce qui est dit jusque-là, que ce soit en positionnement amélioratif ou que ce soit en critique objective. Je peux parler surtout de cette critique objective de M. Oruboni. Tout converge en fait vers un bien-être. Et je vais vous lire en fait ce que disait l'ancien président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, qui parlait en fait du socle important pour un développement durable. Et il disait ceci, bon, il était président de la Banque mondiale jusqu'au 31 janvier 2019. Il disait « Favoriser le développement de la petite enfance est à la fois moralement juste et économiquement intelligent. » Et il continue en ajoutant, en fait, durant son discours, que c'est en fait le seul choix de départ à faire, surtout pour des pays qui n'en sont pas encore là. Je vais me tabler dans mon développement sur trois positions essentielles. Il y a un papier de Jean-Roger Aouyo que j'ai lu récemment où il parlait de 90% de réalisation en fait du PAG. Et là, j'ai souri parce que en réalité, je me dis, quand je regarde le tout, et Dieu sait si j'ai essayé de voir quelque chose de positif, quand je regarde le tout et que je lis qu'ils n'ont pu réaliser que 90% de zéro, je veux leur accorder les 10% qui restent pour dire en réalité, je leur accorderai 100% de rien. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je dis ça. Je le dis surtout en me tablant sur 2 interventions. La première, celle le 11, oui, c'était le 11 février 2020, où le directeur, c'était Venant Kenom, coordonnateur de l'unité de gestion du projet ARCHE pour assurance pour le renforcement du capital humain, faisait un point d'étape. Et dans ce point d'étape, en réalité, qu'est-ce qu'il disait? Il trouvait que, en fait, ce projet qui s'inscrit dans les 45 projets phares, le projet enfin, aspect santé, hein, qui s'inscrit dans les 45 projets phares de Patrice Athanase Guillaume Talon, enfin, PAG Talon, était l'une des priorités majeures de ce gouvernement. C'est pour cela que je voudrais que nous regardions d'abord ce volet, puisque nous avons également un spécialiste de la chose médico-sociale sur le plateau, que nous regardions ce volet-là, que tous s'accordent, Banque mondiale, Fonds monétaire international, etc., s'accordent pour dire que c'est le point de départ lorsqu'on veut vraiment parler de développement durable. Alors, je voudrais qu'on se balade, qu'on s'arrête un peu sur ce volet-là et qu'on le regarde de fond en comble pour voir si nous avons vraiment fait quelque chose et si nous avons amorcé un élan vers le développement. Merci. Okay. Merci. Je crois que le professeur Avolonto est allé déjà dans le fond de notre discussion, puisqu'il a interpellé M. Jean-Noël Eriomi. Je vais vous donner la parole déjà pour aborder peut-être l'aspect social. Quels sont les faits marquants? Quelles sont les avancées que...
Non, est-ce que vous permettez? Oui, pour ça ici, oui. Oui, je pense que la question qui était posée, c'était qu'est-ce qui vous a retenu sur les 4 dernières années? Donc, j'ai donné un point. Mais je pense quand même que j'entends bien ce que dit mon collègue à Volontaire. Hein. 90% de rien, c'est rien, bien sûr, ou c'est epsilon. Pour autant, je pense d'abord qu'il faut se mettre en tête le projet de société que le candidat, Patrice Talon, a proposé au pays. Et c'est quand même en 5 points. Ce sont d'abord les réformes des institutions, les réformes administratives, des institutions. Ensuite, ce deuxième point, c'est la réorganisation du système sanitaire. Je dis bien la réorganisation du système sanitaire. Naturellement, l'éducation tout de suite, la question de l'environnement, le développement économique et social. Donc, je pense quand même que une équipe qui arrive au pouvoir, qui a un programme, d'ailleurs, il a fallu 6 mois déjà, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est le 16 décembre qu'il a présenté, il a transformé son projet de société en programme de gouvernement. Et où il a fait des priorités. Alors, j'entends bien, hein, quand Aimé dit, en parlant donc du système sanitaire, qui est en train de se dérouler actuellement. Il ne faut quand même pas oublier que, avant d'en arriver là, il faut d'abord que l'organe administratif, les institutions soient calées pour qu'un gouvernement puisse travailler. Donc, je pense qu'il faut d'abord qu'on reste d'abord sur les réformes institutionnelles. Pourquoi ça n'a pas été? Parce que ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur les problèmes sociaux. Donc, il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Il faut d'abord commencer par, d'ailleurs, c'est ce que vous aviez proposé. D'abord, la question de la démocratie, donc des réformes institutionnelles. Moi, je suis prêt, de toute façon, à en débattre. Et ensuite, on va arriver donc sur la question sanitaire. OK. Est-ce que vous permettez, vous avez terminé? Est-ce que vous permettez Ah oui, donc, je laisse la parole volontiers pour... est-ce que vous permettez un instant? L'animateur, pour... Non. OK. Monsieur Boni-Richard, vous avez... Oui, je pense que en tant qu'animateur, vous avez le privilège de réguler cette émission et que nul ne doit normalement vous influencer. Mais je reviens un peu sur ce que vient de dire le professeur ici en disant qu'il faut dissocier les réformes institutionnelles de la santé. Je pense que le professeur fait totalement fausse route. La santé aussi est une institution. Elle fait partie des réformes institutionnelles. Il faut pas, tout comme l'éducation est une institution de la République. Par conséquent, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que si nous devons faire une émission sur les réformes institutionnelles, il faut commencer par des réformes politiques avant d'atterrir sur les réformes sanitaires. Je pense que dans cette émission, chacun devrait être libre d'avoir la parole et d'orienter l'émission comme elle veut. Et il revient à vous qui régulez l'émission de faire ce que vous voulez et de l'orienter, mais pas que nous prenons l'initiative de retirer la parole aux autres ou d'orienter l'émission telle que nous voulons. Je vous remercie. J'avais vu le doigt du professeur Volontaire. En quelques secondes, pour qu'on va relancer l'émission rapidement. Oui. Je vais vous laisser 2 minutes, je reviens. 2 minutes. OK. Professeur Volontaire, oui, juste en quelques secondes, oui. Je suis assez surpris de l'intervention de mon collègue professeur Haïssi, qui parle de mettre la charrue avant les bœufs. Je me demande s'il a d'abord suivi un peu pourquoi j'en suis arrivé à parler volet santé et s'il a compris l'essence, la quintessence même de ce que l'ancien président de la Banque mondiale
a expliqué comme point de départ incontournable du développement. Et s'il ne l'a pas compris, je vais le lui expliquer très gentiment. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai bien compris. Il n'y a pas de souci là-dessus. Quand vous parliez, je m'étais tu. En fait, le seul point, que si vous prenez les 11 millions de Béninois aujourd'hui, la frange qui est intéressée par vos affaires politiques se limite au palais des gouverneurs à Porto Novo, dans les arènes du Jardin des Fleurs à Cotonou, et etc. Par contre, quand on prend la santé, eh bien, tous, sans discrimination, tous les 11 millions, ils sont concernés. Est-ce que vous voulez mener un débat où vous allez centrer la chose sur ce à quoi l'on assiste actuellement, où 90% de la population de ce pays-là est exclue du débat, pour mener en fait le soliloque auquel on assiste, ou vous voulez qu'on s'intéresse au sort des 11 millions, incluant vous, incluant moi quand je suis au Bénin, etc., pour au moins une réflexion de fond sur ce qui concerne tous. Même l'éducation ne concerne pas encore tous, mais la santé du matin au soir concerne tout le monde. Alors, je suis surpris que vous ne sautiez pas sur le... À moins que vous ayez un peu... Enfin, vous ayez du mal à vouloir parler de l'aspect santé que vous savez être... En tout cas, bref, c'était ça mon point, Monsieur Jossou. Ok, je vais recadrer l'émission, mais bien avant, quand même, je vais laisser quelques secondes à M. Jean-Noël Eriomi, parce que tous les intervenants, tous les trois autres invités sont intervenus sur la question. Je vous laisse la parole, M. Jean-Noël Eriomi. Merci, Jossou. Je n'aimerais pas être à votre place là ce soir. Bon, en tout cas, je vous sais assez perspicace. Alors, du côté, en ce qui concerne la santé et le social, vous savez, il faut d'abord qu'on fasse un état des lieux. L'état des lieux, c'est-à-dire le constat qui a été fait en 2016. Et dans ce constat, on a quoi? On a d'abord l'inégalité de répartition des infrastructures sanitaires sur le territoire. C'est-à-dire que le plateau technique était insuffisant. Ensuite, on a remarqué aussi qu'il y avait l'inefficacité du système de planification et de gestion des ressources humaines. On avait aussi vu qu'il y avait l'insuffisance du suivi et d'évaluation. Aussi, également, l'insuffisance, voire même absence de protocole de prise en charge thérapeutique. Et la faiblesse également de la gestion des risques professionnels. Par exemple, quand vous prenez la thanatopraxie, ce qu'on appelle également le traitement des morts, on avait quand même des problèmes jusque-là. C'est vrai qu'il y a un compatriote qui a mis le doigt dessus et qui a réveillé un peu tout le monde. Et on a aussi ce problème de conscience professionnelle qui était déficitaire, hein, soit en intrants parfois qui sont détournés, les médicaments et le matériel bien sûr. Et nous avons aussi une tentative de résolution du problème de santé sans succès, parce que nous avons tous su qui est le RAMU. Alors, avec l'arrivée donc en 2016, il y avait des objectifs. Un objectif principal, c'était préserver le capital humain. Et quand je dis de préserver le capital humain, c'est améliorer d'abord l'environnement social, c'est faciliter l'accès au travail, même si c'est encore, ça bégaye encore, c'est éduquer et former. Là, on y est. Il y a des transformations qui se font. Lorsque ce gouvernement est arrivé, lorsque la rupture est arrivée, on avait mis un holà sur les créations tous azimuts des écoles de santé, des facultés de santé privées, etc. Et puis aussi, c'est donner l'accès aux soins. Et donner l'accès aux soins, alors après ça, bien sûr, il y a eu préserver également le capital humain par l'interaction de ce qu'on appelle les ODD. D'accord? C'est-à-dire quoi? Quand on parle d'ODD, c'est l'objectif du développement durable qui englobe bien sûr le climat, la biodiversité,
la pauvreté, etc., etc. Là, on est quand même arrivé à tabler sur l'accès à l'eau potable, même si tout le monde crie que ça n'y est pas. J'ai aussi vécu, hein, parce qu'un jour, je passais et j'ai vu qu'après une pluie, une pauvre dame dans un village qui venait prendre l'eau de pluie pour pouvoir justement rentrer chez lui. C'est un peu compliqué. Mais quand même, on doit aussi savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans nos contrées, on a accès à l'eau potable. Je ne veux que pour preuve, quand vous prenez par exemple la zone d'Abomey, la zone de Dassa et de Savalou, je crois quand même qu'il y a beaucoup plus d'avancées. Il y a aussi, effectivement, comme le disait tout à l'heure le professeur Aïssi, l'accès à l'énergie électrique. Et puis, bien sûr, au numérique. À l'énergie électrique, tout à l'heure, je discutais en off avec M. Djossou. On ne parlait pas de coupure. Je crois qu'on parlait de délestage. On a parlé de délestage. Je prenais mon propre cas. Hein. Bon, maintenant, c'est peu important. Mais on avait 3 jours, 4 jours sans électricité. Oui, aujourd'hui, on a encore des coupures. Et je crois que je suis le premier à pouvoir le revendiquer. Oui, mais ce n'est pas des coupures qui vont durer une journée entière. C'est vrai que c'est des coupures intempestives qui mettent à mal nos appareils et nous-mêmes, bien sûr, et même nos hôpitaux. Alors voilà, et ici, il y a aussi l'éducation. L'éducation, il y a également ce qu'on appelle les infrastructures par rapport aux EDD. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un établissement de soins présents et à partir de proximité qu'on a mis en place. Ça, c'est les pyramides sanitaires qui ont été bien structurées. On a vu qu'il y a aussi un problème sur les équipements médicaux appropriés qui commencent à intégrer nos centres de soins. On a une pharmacie adaptée où ce n'est plus n'importe qui se lève et qui peut devenir vendeur de médicaments. On a également aujourd'hui ce qui se fait, des ressources humaines adaptées au niveau de la structure. Où moi j'ai connu, où ça continue encore, hein, mais petitement, où vous avez des aides-soignants ou des aides-soignantes qui se prennent déjà pour des médecins. Je comprends très bien que ça a été à une époque donnée un problème de ressources humaines parce que dans le coin où ils étaient, il n'y a pas de médecins parce que les médecins ne veulent pas y aller. Donc, ils prennent les risques et par ricochet, ils deviennent vraiment les tout-puissants de la zone. Vous avez ce qu'on appelle aussi la logistique de transfert de patients conçus. Oui, on peut transférer un patient aujourd'hui d'un village très rapidement à Port-Nouveau ou à Cotonou ou dans les grands centres de soins. Alors, ça, c'est quelque chose quand même qu'on peut admettre qu'il y a un peu, si vous voulez, d'avancée. Et bien sûr, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a l'ARCHE, l'assurance pour le renforcement du capital humain. On ne peut pas dire que, oui, ça ne se voit pas, parce que pour l'instant, c'est dilué dans ce qui se fait dans le pays. Et parce qu'on n'a personne d'entre nous qui soit encore concerné. Vous savez, il y a un budget quand même assez colossal qui a été mis en place pour l'ARCHE. Et ce budget, c'était déjà un budget de 313 milliards qui était mis en place pour l'ARCHE. Et aujourd'hui, on a déjà passé la première partie, le côté projet. Et c'est voilà, la phase pilote. Voilà, c'est le mot de l'ARCHE qui est déjà devenu effectif depuis 2019. Alors, quand je dois reprendre aussi les objectifs spécifiques, hein, on a 4 mesures là qui sont prises et qui sont déjà en marche, qui sont déjà en application. L'assurance maladie, ce que nous avons tous entendu, c'est-à-dire le RAVIP. On a aussi l'assurance retraite. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation et quelque chose qu'on entendait avant, parce qu'il fallait faire du bruit autour, on tapageait autour, c'est-à-dire le microcrédit, hein, où on se baladait. Ah oui, on a distribué 5 milliards aujourd'hui, on a distribué 10 milliards aujourd'hui. Non, les choses aujourd'hui se font autrement, dans le silence. C'est peut-être pour ça qu'on pense que ça n'avance pas. Je vous vois bien sourire, Monsieur Boni, c'est ça. Non, mais la réalité, elle est là. Moi, je sais pas, hein, je ne reste pas en France pour dire ce que je dis. Hein. Je suis rentré du Bénin il y a un mois où j'ai passé 3 mois.
hein, et je repars encore lundi pour y passer pratiquement 6 mois. Évidemment, maintenant je suis à la retraite, donc je peux aller dans ce pays, voir exactement ce qui se passe et pouvoir juger de moi-même ce dont il est question. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole pour l'instant. Je vous laisse, monsieur Djossou, continuer. Oui, après ce second tour de table, je vais repréciser un peu quand même les objectifs de cette émission. On avait prévu aborder deux points essentiels, c'est-à-dire le pilier 1 et le pilier 3. Et le pilier 1 qui est la consolidation de la démocratie et le pilier 3 qui est l'amélioration des conditions de vie. C'est vrai que après la question introductive, le débat s'est un peu orienté vers le côté santé ou le côté social. Pour qu'on ne fasse pas trop de coq à l'âne, je préfère, vu que M. Jean-Noël Eriomi a abordé un certain nombre d'éléments importants que le gouvernement a accomplis au cours des dernières années, avec la permission du professeur Faustin ici, je préfère qu'on vide en même temps cette question. C'est vrai, on aura une heure par bloc. Donc, on aura assez de temps aussi pour pouvoir revenir sur les réformes politiques et tout ce qui a été fait en matière de démocratie, en matière de réformes administratives. On aura assez de temps pour ça. Donc, je demande la permission de tous. Sinon, si on revient un peu en arrière, c'est qu'on va faire trop de va-et-vient dans l'émission. On risque, les auditeurs, les internautes risquent de se perdre un peu. Donc, avant de donner la parole à M. Boni Richard ou au professeur Avolonto, je laisse d'abord la parole au professeur Faustin ici, s'il a des éléments à compléter par rapport à l'intervention de M. Jean-Noël Eriomi. Oui, absolument, absolument. Et puis de toute façon, ils ont largement le temps d'intervenir. Ce n'est pas que nous n'avons pas d'éléments actuels pour ça. Bon. Alors, quand je parlais de l'organisation, de la réorganisation de notre système, il faut qu'il s'interroge pourquoi le RAMU sous Yaïboni n'avait pas marché. Vous ne pouvez pas organiser un système de santé si vous n'avez pas identifié les gens. Savez-vous qu'encore aujourd'hui, nous avons 2 millions de nos concitoyens, 2 500 000 exactement, qui n'ont pas encore des pièces d'état civil. Savez-vous qu'encore aujourd'hui, il y a 1 million qui ont des pièces d'état civil, mais qui sont sans souche. Le RAVIP en question, le recensement, mais ça a permis de donner un numéro à chacun et maintenant de faire tout ce travail-là. Tout à l'heure, quand mon ami Eriomi déclinait la question de la santé, il a bien situé d'abord dans le fait que il faut d'abord qu'on soit à l'aise dans notre société, avant d'arriver donc à la question de la santé. Mais dans chacun des compartiments qu'il a cités, au niveau des ODD, il y a d'énormes choses qui ont été faites. N'oublions pas que nous avions prévu pour l'énergie 500 mégawatts pour la fin. Nous pensons que nous allons arriver à 400 mégawatts. Au jour où nous vous parlons, nous sommes déjà à plus de 300. Maria Greta 2, et aussi on a 120 qui sont en train d'être produits. Et sans oublier ce qui a été dans nos différentes contrées, Porto-Novo, Natitengu, Parakou, etc. 30 mégawatts à chaque fois réhabilités. C'est ce qui fait d'ailleurs que nous avons aujourd'hui la production électrique, mais nous avons un problème par rapport au transport de l'énergie. C'est ce qui crée aujourd'hui ce qu'on peut appeler les coupures. Parce que dès qu'il y a un orage, on a un problème par rapport au transport. Ça fait 50 ans que nous n'avons pas regardé ce côté-là. Rappelez-vous, le ministre disait, quand il est arrivé au Sous, il se croirait dans un musée. Ben oui, il y a aussi tout ça à faire. Alors, dans la question de la santé, il y a aussi les déplacements. Déplacement des biens et des personnes. Quand l'agriculteur
fait sa production, il faut bien qu'il la transporte. Il faut que nous-mêmes nous déplaçons pour l'économie. Regardez tout ce qui a été fait dans le domaine des infrastructures aujourd'hui. Il n'y a pas un seul point de notre pays qui ne soit pas concerné. Donc, quand tout à l'heure, j'entendais mon collègue dire, à partir, hein, bien sûr, donc mon cher collègue Abolonto, à partir de ce que la Banque mondiale dit, 90% donc de rien, ça fait epsilon. Enfin, c'est moi qui ai ajouté epsilon, hein, c'est-à-dire infiniment petit. Non, aujourd'hui, nos concitoyens vivent cela. Et si vous voulez, nous avons tout ce qu'il faut pour vous donner comme information. Comme on ne va pas monopoliser la parole, hein, s'il y a des choses actuelles, on est prêt donc encore à le dire. Merci, professeur Aïssi. Donc, je comprends qu'il a fallu du temps pour pouvoir, il faut recenser les personnes d'abord, il faut mettre un certain nombre d'infrastructures sur place avant d'engager même les réformes. Peut-être c'est ça qui fait qu'on ne voit pas encore tout le chemin parcouru par le gouvernement. Mais par rapport à ces éléments… Et actuellement, nous sommes en expérimentation. Hein. On est en expérimentation par rapport à l'Arche, par rapport aux populations fragiles. D'abord à Bongalavi, mais aussi du côté de Dassa, dans le centre du pays. Donc, tout ceci sera décliné. Nous avons affaire à quelqu'un qui a une vision qui, quand il est ordonné, il est ordonné. C'est pour ça tout à l'heure, excusez-moi, c'est pour ça que je disais on ne pouvait pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas pour dire autre chose, hein, c'était pour ça. D'accord. Donc, effectivement, monsieur Jean-Noël Herry m'avait parlé de la phase pilote qui est en cours déjà. Donc, je vais laisser d'abord la parole à monsieur Bonnet Richard par rapport aux éléments qui ont été abordés par rapport à l'amélioration du quotidien des Béninois. C'est quand même des éléments qui sont pertinents, qui ont été évoqués. Par rapport à ces éléments, quelle est votre appréciation, monsieur Bonnet Richard? Merci. Vous avez parlé d'amélioration du quotidien des Béninois. Les personnes disent qu'ils sont encore à la phase de la réflexion, sinon à la phase pilote, donc ce qui veut dire que l'impact réel sur les Béninois n'est pas encore compris dans ce qui se fait en ce moment. Donc l'amélioration du quotidien des Béninois n'est pas encore au menu. Nous sommes encore dans la phase de la réflexion. Mais je voudrais remonter. Bon, j'ai compris monsieur Riomi qui a beaucoup nuancé et qui, de mon point de vue, a été beaucoup superficiel parce que beaucoup de faits n'ont pas été présentés pour que nous puissions apprécié. Donc, il y a eu beaucoup de volage. Mais je voudrais revenir sur les points qu'ont mis en exergue mon compatriote, le professeur Faustin Aïssi, qui disait que le RAMU sous Tobaboli Yahi n'avait pas pris ou n'a pas excellé tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu un recensement administratif conséquent. Alors, je suis surpris qu'ils le disent et qu'ils veuillent vanter les mérites du gouvernement Patrice Talon qui, aujourd'hui, veut faire ce recensement-là afin de pouvoir donner une base de données fiable à l'Arche ou au RAMU. Mais je me demande si, en voulant vraiment que les Béninois aillent se faire recenser, c'est-à-dire que avoir une pièce d'identité, c'est à combien coûte la pièce d'identité aujourd'hui? La pièce d'identité est passée de 5 000 francs que c'était à pratiquement 10 000 francs, alors que le salaire moyen du Béninois n'a pas augmenté. Malgré les 4 ans de bonne croissance qu'il y a eu, il n'y a pas eu d'augmentation du revenu moyen du Béninois. Au contraire, c'est une désaccélération du secteur de l'emploi qu'on observe dans le pays. Les Béninois n'ont pas les moyens, selon Patrice Talon lui-même, pour vivre en restant confinés chez eux en marge de la COVID-19. Alors, comment est-ce qu'on pense qu'ils pourraient avoir les moyens pour aller se faire une pièce d'identité qui passe de 5 000 francs radicalement à 10 ou 15 000 francs? Je pense qu'il faut réfléchir. Et quand on est en phase pilote, on anticipe sur des conséquences, on ne prend pas des décisions qui ne sont pas réfléchies. Moi, je pense que cette décision n'est pas réfléchie. Je n'en ai pas fini. Alors, le professeur parle de santé et de déplacement des biens. À l'en croire, c'est que le système sanitaire serait en train d'être performé aujourd'hui. Mais si le système sanitaire devrait être performé, est-ce que parce qu'on est en train de mettre en place un bon système sanitaire, il faut créer beaucoup plus de cas de santé publique? Souvenez-vous que le coton aujourd'hui qui emploie le glyphosate dans tout le nord, une zone à majorité musulmane, fera dans 10-15 ans
beaucoup de dégâts en matière de santé publique. Alors, est-ce que nous aurons un système sanitaire assez performant avec toutes les dettes qu'on prend aujourd'hui pour pouvoir juguler cette crise sanitaire qui s'en vient et qui risque de déboucher sur une crise sécuritaire? Donc, ce sont des questions qu'il faut poser. Vous savez, les politiques publiques, malgré qu'elles marchent ou qu'elles ne marchent pas, posent toujours d'autres problèmes. Par conséquent, il est très important d'anticiper sur des problèmes. Ce n'est pas parce que vous construisez une nouvelle maison que vous allez faire une grosse famille. Pour revenir sur la question des infrastructures, on nous parle d'infrastructures, moi je ne vois que des routes asphaltées dans la haie vive et pas quelques endroits. Quel est le nombre de kilométrages qui a été fait et combien est-ce que ça a coûté aux Béninois? Je pense qu'il ne faut pas qu'on vienne ici donner nos avis ou qu'on vienne édulcorer le discours politique afin de faire croire aux gens que réellement quelque chose se fait. Je ne suis pas en train de dire que rien ne se fait, mais il faut dire réellement ce qui se fait, combien est-ce que ça a coûté, quels sont les chiffres. Je vous remercie. Merci, M. Bonnet-Richard. Professeur Aimé Avolonto, est-ce que vous comprenez la pertinence du travail préparatoire qui doit être fait avant d'engager les réformes dans le domaine de la santé, par le recensement, d'avoir un fichier crédible avant de quand même engager la réforme de l'assurance maladie au Bénin? En attendant que vous m'accordiez vraiment 10 minutes, que vous défalquerez après de mon temps d'intervention, pour que je vous amène des chiffres, pour que je mettrai en parallèle avec toute cette belle exposition de ce qui aurait été fait, sans qu'on en comprenne en fait l'incidence des chiffres. Eh bien, c'est tout beau, c'est un beau chapelet. Et je répondrai à votre question en vous disant que des morts ne se déplacent pas, des morts ne produisent pas. Alors, s'il faille attendre que les gens soient morts pour passer maintenant à la phase de la mise à leur disposition, en fait, des moyens pour ne pas mourir, ce serait trop tard. Les morts ne produisent pas, monsieur Haïssi. Les morts ne se déplacent pas, monsieur Haïssi. En fait, les déplacements des morts se font par les autres qui eux-mêmes finiront par mourir parce qu'à trop transporter de morts, ils finiront eux-mêmes par devenir morts. Mais je vais aller avec les chiffres et je vous demande les 10 prochaines minutes. Et je précise que les chiffres que je vais avancer sont des chiffres qui se retrouvent tous sur le site du gouvernement. Donc, des chiffres sur lesquels nous devons être d'accord. S'ils ne sont pas sur les chiffres du gouvernement, ils sont sur le site de l'Organisation mondiale de la santé par rapport au pays où ils sont des documents produits par Social Watch Bénin. Pour vous dire que mes chiffres, je ne les ai pas inventés. Je suis allé les chercher là où il faut que nous soyons d'accord par rapport aux chiffres. Et avant d'en arriver aux chiffres du Bénin, les recherches, en fait, et de même que le nouveau cadre mondial d'investissement pour la santé, démontrent quelque chose de fondamental. Les recherches démontrent que les dépenses d'investissement en santé assurent plus de 11 fois un retour sur investissement allant dans le sens d'un développement pérenne et adéquat. Monsieur Haïssi a parlé tout à l'heure de développement, enfin de quelque chose adéquat, ou c'est peut-être monsieur Riomi. En tout cas, quand on veut atteindre une adéquation développementale, eh bien, on regarde là où l'investissement rapporterait le plus. Le plus, pas dans l'immédiat, mais le plus à long terme. Et je vais dire à monsieur Haïssi que la femme qui est enceinte et qui a besoin d'une césarienne gratuite n'attend pas d'être identifiée par le ravivre de Safran avant d'accoucher. En fait, elle a besoin dans l'immédiat qu'on l'assiste. Mais j'y reviendrai plus tard. En fait, la Banque mondiale, qui est, et M. Riomi avait raison tout à l'heure de parler de 313 milliards, 313 milliards, dont 78% en fait viennent de nos partenaires techniques. En fait, c'est 313 milliards. La Banque mondiale dit que si on investit $1 en santé,
on générerait 16 $ de revenus en retour si cela se fait sur les 1000 premiers jours de vie de l'enfant. À ce propos, justement, il faut ranger ce que disait tout à l'heure, comme je vous l'ai lu, le président de la Banque mondiale. En fait, il n'y a donc pas de possibilité de développement économique durable sans un investissement conséquent dans le secteur de la santé. Et là, maintenant, je vais venir aux chiffres du Bénin. Les chiffres qui vous glaceront, en fait. Au-delà de tout ce cheptel, de toute cette cosmétique communicationnelle auquel nous assistons, des chiffres qui vous glaceront. En fait, on nous a dit que le projet Arche est en expérimentation. D'abord, le projet Arche, je vous précise que c'est un projet qui existe de par le monde, qui est géolocalisé en fonction de paramètres précis. Mais c'est un projet que vous allez trouver en France avec une géolocalisation particulière, au Canada, etc., etc. Et c'est un projet médico-social qui se veut très inclusif en réalité. Quels sont les chiffres du Bénin aujourd'hui? En 5 ans, nous sommes à la phase pilote de 313 milliards. En 5 ans, 7 communes dites pilotes, et vous pouvez les avoir dans le document, et en tout et pour tout, sur 11 millions d'âmes. Bon, je laisse tomber les 17 personnes qui ont été évacuées pour des raisons sanitaires à 500 et quelques millions. On en parlera un peu plus tard. Mais en tout et pour tout, en 5 ans, et on est fiers de le dire, 2251 personnes exactement ont pu bénéficier d'une prise en charge sanitaire complète. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Venant Quenom, coordonnateur de l'unité de gestion du projet Arche, qui le dit le 11 février 2020. Un projet de 313 milliards. Venons-en maintenant à la priorité du gouvernement qui est la santé. Et regardons un peu comment est-ce que le budget du Bénin fonctionne vis-à-vis du ministère de la Santé, vis-à-vis des investissements en santé. Je dois préciser à M. Eriomi, qui a très bien, a raison parler des ODD, pour lui dire que les ODD, bon, vous lui rappelez, pas pour lui dire, pour lui rappeler que les ODD s'inscrivent dans les objectifs du millénaire pour le développement. Et l'OMS a ses critères très, très rigoureux par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement. Alors, venons-en au budget du Bénin. En fait, la part du budget du Bénin qui est consacrée à la santé est passée, écoutez bien, est passée de 7,9% en 2015. Notez bien, s'il vous plaît, auditeurs. 7,9% en 2015 à 7,6% en 2016. Est tombé en 2017 à 5,2% pour finalement atterrir à 5% en 2019. My goodness! Quelle priorité! De 7,9% en 2015, on en est arrivé à une part de budget de 5% en 2019. Et pour référence, s'il vous plaît, pour référence, l'accord d'Abuja prévoit 15% du budget pour justement l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Et l'OMS va un peu quantifier cela en termes de dollars par habitant et dit qu'il faut un minimum de 60 $ US par habitant de dépenses de santé. Le Bénin est à peu près à 6,1 $, 7 $ maximum si on est généreux, par habitant. Nous parlons de 60 $ préconisés par l'OMS. Nous sommes à 7%. Voilà les réalités des chiffres. Maintenant, parlons de l'Arche. Est-ce que vous permettez de parler de l'Arche? Pour ça, Valentin, je vous laisse encore 1 minute. On va permettre aux autres aussi d'intervenir.
Vous avez demandé 10 minutes, ils vont compenser parce qu'il faut leur laisser aussi le temps. Mais je n'ai pas encore mes 10 minutes arrivées à 16h, enfin à 16h à ma montre en fait. Non, il vous reste 1 minute environ, je vous laisse terminer, oui, allez-y. J'ai mis enfin bon, vous m'aurez donné 7 minutes et non 10 minutes. Non, vous voulez terminer par le projet Arche, je vous laisse terminer quand même sur la question du... Alors, en fait, l'Arche, je veux même le contextualiser. Je suis tellement généreux que je veux contextualiser l'Arche dans l'ensemble des réformes. Et quand on parle de réforme, on entend réforme structurelle et réforme institutionnelle. Et je veux préciser en réalité que l'Arche que l'on prend comme étant une invention du cru, du génie en fait de Pag, Patrice Athanas Guillaume Talon, eh bien, c'est un projet qui est vieux depuis 2008. Ça s'appelle projet Pangea. C'est un projet qui est piloté donc depuis 2008 par Interpol en fait, qui vise à faire cesser tout ce qui est illicite ou produit de santé contrefait. En fait, si les gens s'y intéressent, je vais leur donner tous les liens URL pour y aller. Et ce qui est édifiant, c'est en fait l'implication de certains artisans, de certains artistes du domaine du médicament. Par exemple, dans cette nébuleuse que l'on a appelée New Césamex, où on est allé encore dans la précipitation. En fait, donc ça, c'est par rapport aux faux médicaments. Il y a eu la restructuration de l'ordre des pharmaciens, une restructuration au forceps, sans une démarche participative qui aurait l'adhésion des professionnels eux-mêmes. En fait, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité d'une fissure au niveau de l'ordre, avec un dossier qui pendait à la Cour suprême. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, eh bien, dans l'organe qu'on appelle Ordre des pharmaciens, figurent des magistrats qui sont appelés à trancher en cas de litige. Figurent des représentants du ministère de la Santé, donc du gouvernement, etc., qui siègent dans ce conseil de l'ordre. Quand on parle d'un ordre, on parle de constitution en groupement de professionnels d'un même domaine. En fait, procès à volonté, vous permettez que je vous arrête à ce niveau parce que si vous abordez trop d'éléments à la fois, je ne suis pas sûr que les internautes vont vous suivre. Et puis, oui, il faut qu'on aille pas à pas pour que les gens puissent saisir le sens du débat. Vous avez raison. Donc, parce que vous avez raison. Mais avant de vous laisser la parole, je voudrais que mes vis-à-vis, nos vis-à-vis, nous disent si ces chiffres sont exacts et si ces chiffres renvoient vraiment à un lieu d'être fier de soi. Merci. Non, je vais leur laisser la parole. Ils ont écouté. Monsieur à Volontor, je vous ai laissé vraiment dire votre position et vos chiffres. D'abord, gouverner, ce n'est pas la théorie. Hein. Ce n'est pas la théorie. Si vos références banques mondialistes étaient aussi efficientes et aussi efficaces que ça fait depuis 50 ans que nos pays étaient suivis par la Banque mondiale et le FMI, ils seraient déjà beaucoup développés. J'ajoute que vous dites que le projet Arche, en réalité, c'était un vieux projet qui venait donc de Pangea depuis 2008. Mais pourquoi, si c'était depuis 2008, pourquoi le président Jair Boni n'a-t-il pas mis en œuvre cela et qu'à la fin de son mandat, son ministre de la Santé, qui était encore donc là, constatait tout simplement qu'on ne pouvait même pas parler donc du RAMU et le mettre en œuvre. Bon, donc, non, je pense que, vous voyez, quand vous restez trop à l'étranger et que vous ne revenez pas souvent donc, chez nous, on reste dans la théorie. Non, je suis désolé. Je dis bien que quand on arrive au pouvoir avec un projet, on essaie donc de constater ce qu'il y a, et c'est ce qui a été fait. Ensuite, on met en place son projet et on priorise. Aujourd'hui, nous avons tout pour que nous commençons maintenant à
vraiment donc traités, soient donc correctement, de façon efficiente, et surtout les populations fragiles, puisque c'est ça qui se trouve d'abord être le souci donc, du gouvernement. Les populations fragiles qui sont aujourd'hui suivies sont soignées dans nos hôpitaux qui ont plus de moyens. Alors, vous me sortez donc des chiffres. C'est vraiment curieux. Hein? Je crois savoir, à moins que je me trompe là aussi, que récemment, j'ai entendu dire que le Bénin est sorti de la zone des pays pauvres à la zone des pays, en tout cas, pas riches, mais en tout cas, qui ont un certain mieux-être. Si tout ce que vous dites là était réellement cela, je ne pense pas que ça aurait pu donc nous faire sauter ce pas-là. Bon, il est bien évident que quand vous nous dites et vous donnez un chiffre en disant que sous sans doute les régimes que vous soutenez, la carte nationale d'identité était à 5 000 francs, maintenant c'est passé à 10 000. Enfin, moi je veux bien, hein, donc, etc. Et que le citoyen n'a pas donc, cela, etc. Nous parlons d'identification de nos compatriotes qui doivent avoir un numéro et à partir de là, ça se décline dans tous les domaines, y compris bien sûr le domaine de la santé. Mais également, c'est comme en France aujourd'hui, j'ai un numéro de sécurité sociale qui me suit depuis ma naissance. Enfin, moi j'étais allé là-bas quand j'étais déjà majeur, donc je l'ai eu là-bas. Et c'est qui me suivra jusqu'à la mort. Et tout ce que j'aurais à faire, c'est ça qui m'identifierait, y compris dans l'exercice de mes fonctions, il n'y a pas longtemps, et même aujourd'hui où je suis à la retraite. Non, nous avons besoin donc d'organiser notre société, et ça, vous ne l'avez pas fait pendant des décennies. À partir de ce moment-là, ben, vous voyez, vous avez quelqu'un qui arrive et qui dit, je vais faire ça. Alors, je vois que vous avez bien pris, comment je peux dire ça? Vous êtes un parfait élève de ce que vous soutenez. Le président Soglo, le premier des banques mondialistes, qui à chaque fois nous disent ce que j'avais vu à la Banque mondiale, ce qu'on faisait à la Banque mondiale, etc. Non, chers amis, quand on est au gouvernement, on est confronté aux réalités. Et ce sont les réalités qui font que nous avançons ou n'avançons pas. Aujourd'hui, le Bénin avance. Quand vous posez des questions donc, aux gens, bien sûr, ils vous diront que c'est quand même un peu difficile. Mais, vous savez, aliénobloto, c'est ce qu'on nous dit aussi. Et quand vous donnez des chiffres tout à l'heure, on a pris 10 villes de notre territoire, du sud jusqu'au nord. Et dans chaque ville, je peux vous donner le nombre de kilométrages de voies interurbaines. Je peux vous dire. Mais ce n'est pas là l'objet du débat. Vous dites que vous me donnez des pourcentages de chiffres. Non. Quelle est la réalité concrète que les gens vivent? Quand aujourd'hui, nous sommes en période de petite saison des pluies, quand il pleut, nous avons toujours des inondations. Mais nous les gérons mieux et ça reste moins longtemps. Et je suis persuadé que dans 5 ans, dans 10 ans, ça le sera beaucoup plus. C'est ça qui fait avancer donc un pays. Alors, vous avez parlé de coton. Je n'ai jamais parlé de tout ce dont vous parlez là, monsieur. S'il vous plaît, procès à volontaire. Ah bon? Non. Vous n'avez pas parlé de coton? Non, je crois que M. Boni Bichaki a évoqué la question de glyphosate. Ah bon, mais de toute façon, ce sont policiers. Donc, bon, mais je fais donc une réponse, ce sont policiers. Vous savez, les pays africains, pas seulement les pays africains, mais en tout cas les pays tropicaux en général, vivent à 75% de l'agriculture. Alors, le coton, ce n'est pas ça que nous mangeons. Ça nous permet donc de nous vêtir. Mais derrière aussi, il y a tout ce qui est développé. Comme chez nous, le riz, ça a plus que doublé en tonnage par rapport à 2016. L'anacarde, ça a presque triplé, etc. Je peux vous donc donner des chiffres. Et vous savez, nos fruits que nous perdons, et ça, vous n'avez peut-être pas échappé, vous n'y aviez pas pensé, à chaque saison des pluies, nous avons une quantité incroyable de fruits qui pourrissent. Mais là aussi, on est en train de mettre en place
des usines de transformation pour que ceci puisse, disons, nous faire avancer. Donc, il y a un ensemble de choses qui se font de façon vraiment pérenne. Et c'est ça qui est important pour un pays, pour son développement. Et donc, moi, j'entends bien. Mon collègue Eri Yomi l'avait bien dit tout à l'heure. La santé, bien sûr, c'est l'accès aux soins. Mais c'est tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça qu'il a bien dit, c'est la préservation du capital humain. Et la préservation du capital humain englobe tout ce qu'il a cité tout à l'heure. Et nous sommes obligés, quand on a le souci de nos populations, nous sommes obligés d'aller dans toutes ces directions-là en même temps. Et aujourd'hui, il y a des choses palpables qui se font. C'est pour ça que moi, je ne reste pas sur vos chiffres, vos pourcentages. Je suis un universitaire, donc je sais un peu donc, ce qu'on peut faire donc, de pourcentage. Voilà. Merci, M. Jossou. Oui, merci, professeur. Je sais pas si mon collègue, Jean-Noël, a quelque chose à ajouter. Exactement. Je lui laisse la parole par rapport toujours aux éléments évoqués depuis sur la question sanitaire puis l'amélioration des conditions de vie des populations. Monsieur Jean-Noël Eri-Yomi. Oui, merci beaucoup. Vous savez, gouverner, comme tout à l'heure disait le professeur ici, c'est prévoir. Gouverner, c'est aussi bien organisé. Hein? C'est bien structuré. C'est aussi contrôlé, c'est protégé. Et depuis, nous avons un gouvernement qui essaie, autant que faire se peut, de protéger cette population. Quand vous regardez très bien, moi j'ai fait quand même un peu le tour, hein, nous avons au niveau de la protection de la population, au niveau de la prise en charge de la population, même si j'ai fait le tour dans les hôpitaux de Porto-Novo, de Cotonou, où encore, je vous le dis, hein, il y a bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne dis pas que tout est rose, etc. Mais vous avez, par exemple, déjà depuis l'arrivée de ce gouvernement, on a déjà l'hôpital de zone de Savay qui a été, qui était en chantier, qui est terminé. Vous avez su également l'hôpital d'Alada, même si c'est construit par la coopération japonaise. Vous avez aujourd'hui le centre de dialyse de Porto-Novo, d'Abomey et de Parakou, dont la construction est déjà achevée et qui sont en cours d'équipement. Moi, je parle de choses qui sont factuelles. Vous avez la réhabilitation, par exemple, des hôpitaux de zone d'Abomey-Calavi, en attendant, bien sûr, la construction de l'hôpital de référence, et qui avait été un peu ralenti par la situation sanitaire mondiale de la COVID-19. Je peux vous dire qu'à partir là, Bouygues est déjà sur le terrain et à partir du 29 septembre, les travaux de la construction de cet hôpital-là vont démarrer. Vous avez la mise en place, par exemple, d'IRM de résonance, enfin, comment appelle-t-on, l'imaginerie de résonance magnétique qui est déjà au niveau du CNHU. Vous avez la mise en place de scanners au niveau de l'hôpital de Porto-Novo qui est déjà en cours. Et vous avez aussi la future installation d'un scanner à Parakou, à Lanitengu et à Lokossa. Vous voyez, certains de ces éléments-là, pour moi, augurent de la santé de la population. Je vous l'accorde que sans santé de la population, il n'y a pas d'économie. Et ça, c'est vrai. Mais quand on est arrivé à ce niveau-là et que depuis des années, comme dit le professeur ici, bon, il y a quand même, ça fait 50 ans que ce pays-là existe. On n'a pas programmé les choses. On n'a pas prévu les choses. Nous n'avons pas, je dis nous parce que je suis aussi de la population, même si je ne suis pas de ces mouvements politiques-là. On n'a rien structuré. Et comme dirait quelqu'un, lorsque vous êtes quelque part et que tout vous manque, eh bien, vous n'avez pas de priorité en tant que tel. Donc, on y va pour tout. Oui, vous ne voyez peut-être pas ce qui se passe au niveau de la
au niveau de la santé, mais oui, mais parce que je ne vais pas vous taxer le fait de ne pas rentrer régulièrement au Bénin, vous avez vos raisons, mais moi, je vais sur le terrain et je vais vérifier un certain nombre de choses, voyez-vous. Alors, il y a aussi ce qu'il ne faut pas oublier, il faut ajouter que nous avons des infrastructures socio-communautaires qui sont déjà encore en place aujourd'hui. Voyez-vous, moi, les pourcentages que vous avez donnés, alors, vous avez donné par exemple $60 par habitant au niveau mondial et que nous en sommes à 7 par habitant. C'est quoi le SMIC au Bénin? C'est quoi? Comment est-ce que nous vivons au Bénin? J'y vais, je vois ce qui se passe. C'est extrêmement compliqué. Est-ce que c'est la Banque mondiale qui donne l'argent et dit, voilà, vous devez sortir $60 par habitant? Ça, j'aimerais bien le savoir. Si c'est la Banque mondiale, on a vu ce que la Banque mondiale ou ce que l'OMS, ce qu'ils ont fait jusque-là pour nos populations, où, évidemment, ils ont mis des gens en place qui, allez, je vais me mouiller, ont bien bouffé, si vous voulez, ce qui a été donné. Alors, je ne suis pas allé voir dans les marmites pour savoir ce qui a été bouffé, ce qui n'a pas été bouffé. Mais ce qui est très important, c'est que moi, je voudrais quand même que nos contradicteurs, ils le font très bien et j'en apprends beaucoup avec vous ce soir, même si je suis superficiel. Nous avons quand même des éléments pilotes qui sont là. Acceptons, oui, qu'un gouvernement qui arrive en 4 ans n'est quand même pas aussi capable de faire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait pendant 50 ans. Je crois que ça, il faudrait l'admettre. Moi, je suis un novice de la politique. Je ne suis pas là pour dire, voilà, ceci est bon, ceci n'est pas bon, etc., etc. Mais il est certain, il est important de comprendre que, quoi qu'on veuille, les choses évoluent quand même si on ne voit pas. Si la population va toujours se plaindre. C'est son boulot. La population se doit de se plaindre. Et moi-même, quand j'y vais, je me plains. Je me plains de ce qui ne va pas. Et j'admets ce qui va. Que l'on ait des routes, peut-être c'est pas ça. Bon, l'arrêt vivre, c'est pas ça. L'arrêt vivre ne limite pas l'arrêt vivre. Quand vous allez aujourd'hui... Nous avons aujourd'hui plus de 700 km de voies interurbaines. Voilà, vous allez aujourd'hui sur Porto Novo, en quittant Cotonou, bien sûr, mis à part la portion Guirégbé et Huenta, qui vous prend plus de temps que si vous n'alliez à Cotonou même, ben, vous allez voir tout ce qui se passe. Je crois qu'il faudrait qu'on admette, je ne vais pas vous obliger à admettre ce que vous ne voulez pas admettre, mais à comprendre quand même qu'il y a tout de même une certaine évolution. On doit l'accepter. Oui, ça dégringole, bien sûr, comme vous avez dit. Quand on vous écoute, bien sûr, avec vos pourcentages de 7% en 2015 à 5%, mais oui, quand on entend ça, on dit, waouh, ces gens-là, ils ne foutent rien, ils se foutent de notre gueule. Mais en réalité, non. En réalité, non. Probablement que le pourcentage, quand on voit par exemple ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de choses ont été modifiées, ont été catastrophées par l'apparition justement de cette COVID. Je ne dis pas bien que la COVID-19 a bon dos, mais il y a beaucoup de choses qui se sont, comment appelle-t-on, qui sont déplacées. Quand vous allez aujourd'hui au Bénin, vous n'allez plus retrouver ces cliniques fantômes où je ne peux même pas faire opérer mon chien là-dedans. Où n'importe qui se lève et va créer une clinique. Où vous avez des professionnels payés par l'État qui vont quitter leurs hôpitaux et qui préfèrent aller travailler encore dans ces cliniques-là, affamer la population. Alors, des choses se font aujourd'hui. Peut-être que vous ne voyez pas, mais ça se fait. Et moi, je côtoie, si vous voulez, tous les jours, ces personnes-là qui travaillent pour réorganiser le système de santé au Bénin. Oui, quand vous allez par exemple au CNHU, moi aussi quand j'y vais, je dis, mais zut alors, c'est quoi ce bazar dans cet hôpital où rien n'a été programmé? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est obligé de faire?
on est obligé de construire à gauche, à droite, pour remodeler. Mais ça, ce n'est pas parce que, ce n'est pas par la faute du gouvernement actuel. C'est les choses qui avaient été laissées avant. Et aujourd'hui, on essaye, autant que faire se peut, de mieux encadrer les choses. Oui, je sais qu'on a des soignants qui ne font pas correctement le travail, pas parce qu'ils n'ont pas de matériel, mais parce qu'ils pensent toujours aller ailleurs. Et le gouvernement est arrivé à dire, vous faites maintenant le choix. Quel tollé. Et vous savez quel est le pourcentage de gens qui sont revenus à l'hôpital? 80 à 90% sont revenus s'installer à l'hôpital. Voyez-vous? C'est cela. Ouais, vous avez raison. Je m'en arrête là. Ok, je voudrais vous signaler qu'on est en train de faire 1 heure déjà sur la question de la santé. On va faire, je crois, un dernier tour de table. Parce qu'il y a un deuxième volet qui concerne… Je suis désolé. Non. Je suis désolé, monsieur. Laissez-moi terminer d'abord, professeur Valentin. Parce qu'on a 2 heures. Il faut consacrer 50-50 environ à chaque portion. Donc, je vais vous laisser quand même faire un tour de table. Tout le monde va prendre la parole. Et puis après, on va conclure sur la question de la santé avant d'aborder le deuxième volet. Par rapport à la question de la santé, M. Boni-Richard, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été relevées. Par exemple, le domaine des faux médicaments. Il y a la question des évacuations sanitaires qui a été assainie. Je crois que le ministre des Finances a parlé des normes économiques pour le Bénin. Et M. Eri Yomi vient de parler aussi des cliniques fantômes qui pullulaient à chaque coin de rue dans nos villes. Est-ce que ces éléments quand même ne sont pas des avancées pour le Bénin, pour un pays qui a choisi d'avancer? Monsieur Est-ce que vous êtes en train de me dire que depuis qu'on a fait cette réforme de l'évacuation sanitaire, que personne n'a été évacué non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Au frais du contribuable. Monsieur Faustin, ici, je sais que même quand ça vous fait mal, il faut quand même prendre ça en patience. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, monsieur Boni-Richard. Alors, donc, vous dites que des réformes ont été faites. Monsieur Eri Yomi disait tout à l'heure que depuis 50 ans, ce n'est pas en 4 ans qu'il faut faire ce qui a fait depuis 50 ans. Je ne sais pas si Patrice Talon est venu rebâtir le Bénin. Patrice Talon a parlé des réformes. Les réformes, c'est une façon intelligente d'opérer des réajustements. Par conséquent, ces réajustements-là se font sur sur l'existant. Patrice Talon n'est pas en train de reconstruire tout le Bénin. Alors, il ne faut pas lui donner le crédit de dire que nous sommes en train de tout réorganiser comme si rien n'avait été fait avant que Patrice Talon ne vienne. Concernant le domaine, vous savez, moi, le domaine médical n'est pas trop mon domaine. Je ne suis pas médecin de formation, je ne suis pas à la retraite, donc je ne connais pas très bien le domaine médical, mais concernant, j'entends des personnes comme Faustin ici, je pense qu'à un certain âge, il faut avoir un peu de retenue dans les termes, dire que oui, il faut, quand on est resté très, très loin de son pays, on ne connaît peut-être pas des réalités. Moi, j'ai de la famille au Bénin, j'ai des enfants même qui sont encore au Bénin, je paye des impôts au Bénin parce que j'ai des biens immobiliers au Bénin, je paye des scolarités au Bénin, donc je sais ce qui se passe au Bénin au quotidien, on m'en informe. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tellement interconnecté que ce qui se passe à Jakarta à 5 h du matin est su à 5 h 1 minute au Canada. Par conséquent, dire que parce que les gens ne sont pas allés au Bénin pendant longtemps et que vous avez le privilège d'y être entré quelques fois, donc il faut parler cette façon réductrice et exclusionniste avec laquelle fonctionne le gouvernement que vous supportez depuis 4 ans est devenu désuet et ça commence à irriter les Béninois, il faut le comprendre. Et à un certain âge, il faut avoir de la retenue dans les paroles. Monsieur Faustin ici dit, oui, mais écoutez, quand on veut diriger un pays, ce n'est pas de la théorie. Mais je voudrais juste rappeler aux populations que M. Faustin est un professeur. La théorie est le principe de l'action, quand vous ne le savez pas. Et ça vous renvoie dos à dos à vos positions. Parce que quand vous dites que ce n'est pas de la théorie, c'est vous qui parlez de phase pilote, c'est vous qui parlez d'études. Et tout ça ne se fait-il pas en théorie? Je pense que ce débat prend la lutte d'une discussion entre camarades, d'un monologue, où les gens se permettre le luxe de récupérer la parole tout en faisant un débat totalement politicien. Moi, je n'étais pas ici pour faire un débat politicien. Ici, c'est pour faire un débat politicien. Je pense que ça n'en vaut pas la peine personnellement pour moi. Si nous voulons aller sur un autre sujet concernant les politiques publiques et les réformes politiques, je suis prêt à débattre avec vous. Merci.
Ok, donc je vais laisser la parole au professeur Abalantor pour revenir, s'il a encore des éléments à aborder par rapport au domaine de la santé, et puis on va pouvoir passer à un autre point parce que le temps avance dangereusement là. Professeur Abalantor, vous avez la parole. Monsieur Djossou, je vais vous faire une suggestion. Vous me connaissez, la rigueur, ma rigueur à l'excellence dans tout m'amène à vous faire cette suggestion. Escamoter le sujet pour escamoter le sujet parce qu'il faut passer à un autre qu'on n'aura pas le temps non plus de vider, ne m'intéresse pas comme débat. Je vous l'ai dit très, très clairement, quand on prend un sujet, il vaut mieux le vider et prendre le temps de le vider. Et tous ensemble, tous les 4 que vous avez invités, vous avez vu, nous sommes en train en fait de discuter de tous les volets sans nécessairement sectariser pour l'instant. Donc, je ne comprends pas votre point de vouloir passer à autre chose. Si vous voulez passer à autre chose, c'est votre émission, vous passerez à autre chose. Mais tous les 4, au moins, on s'accorde pour relever des choses. Ceci dit, professeur Haïssi, c'est dommage. C'est dommage. Et je vais vous dire, je vous lance le défi que le Béninois que je suis, dans mon implication dans la vie de tous les jours des Béninois, s'il faut parler en termes de comparaison, vous êtes loin derrière, monsieur Haïssi, loin derrière. Je consacre par an un minimum de 20 millions CFA de ma poche pour la construction de ce pays-là. Et je n'ai pas à m'étaler. Alors, s'il vous plaît, parlez de choses que de toute façon, vous évitez de parler des chiffres. Mais bon, enfin, monsieur Riomi, j'aime beaucoup vous entendre. J'aime beaucoup parce que j'aime la classe qu'il y a en vous, en fait. Vous, oui, vous défendez soit ce en quoi vous croyez ou soit ce en quoi vous avez cru, mais qu'il faut continuer de défendre. Mais n'empêche, vous avez de l'élégance, justement, de l'humilité. Et c'est fondamental. Je vais vous dire ceci, monsieur Riomi. Lorsque l'on parle du SMIC, l'on n'octroie pas 25 millions de francs CFA par mois à un ministre dans un pays où le SMIC est ce que vous évoquez. L'on n'octroie pas 3 milliards de francs CFA à des partis prétendument politiques sans aucune idéologie derrière. L'on n'octroie pas, monsieur Riomi. En fait, en 2017, dans cette grande réforme des évacuations sanitaires, je vais vous dire, 559 428 777 sur le budget du ministère de la Santé ont été consacrés pour 17 patients évacués. 17. Le reste des patients évacués, dont on n'a pas les chiffres, parce que j'ai cherché les chiffres partout sur le site du gouvernement, je ne les ai pas trouvés, sont pris en charge par le budget du ministère des Finances. Mais en contrepartie, écoutez bien, en fait, quand on parlait tout à l'heure d'hôpital de référence, je vais vous dire, ce n'est pas la COVID qui a freiné la construction ou le lancement de l'hôpital de référence. Retournez à Monsieur le Président de la République et demandez-lui d'être honnête avec vous. En fait, la question de l'hôpital de référence a été confiée aux hôpitaux de Paris. Oui. Et les hôpitaux de Paris ont présenté 4 fois à ce gouvernement leur idée de ce que ça doit être. Et 4 fois, ça a été rejeté et ils en sont découragés aujourd'hui. Les hôpitaux, monsieur Riomi, c'est-à-dire que ne nous prenez pas, en fait, moi, je n'ai pas fait tout ça pour être pris pour un con. Je sais que vous n'avez pas l'intention. Non. La façon dont vous le faites, c'est un peu comme si vous... Les informations, je vais les chercher parce que je n'interviens pas. Et là, c'est en réponse à monsieur Haïssi, hein. Je n'interviens pas en politique parce que je ne suis pas politique. Je n'ai jamais soutenu personne. D'ailleurs, le président Yahi, je l'ai combattu avec la même vigueur quand il s'agissait de le combattre par rapport à un certain nombre de choses. Donc, je ne sais pas qui je soutiens dont vous parlez. Bref, je regarde, moi, les chiffres en tant que chercheur. Et les chiffres me disent que 17 patients ont reçu pour leurs soins 559 millions 428 777 pour leur évacuation. Quand
11 millions moins 17 ont reçu dans leur hôpital, le seul hôpital où Egle du Cuir et Noironsou, le CNHU, c'est cela, l'hôpital de référence par excellence nationale. Quand c'est impossible ailleurs, on se dépêche pour envoyer au CNHU. Et ce CNHU, dans la même période, a reçu 1 milliard 725, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce que ça a coûté au budget du ministère de la Santé pour évacuer 17 patients. C'est cela la douleur des gens dans ce pays-là. C'est exactement cela la douleur. Le Bénin aujourd'hui, en fait, au Bénin aujourd'hui, 10 000, et ce sont vos chiffres, monsieur. Ne refusez pas les chiffres, ce sont les vôtres, ce ne sont pas les miens. 10 000 pour 10 000 habitants aujourd'hui, dans un contexte où la santé est la priorité, nous avons 7,6 agents contre un souhait de 25 agents par 10 000 habitants de l'OMS. L'OMS que vous fondez, c'est encore l'OMS qui apporte le plus grand pactole de notre budget en santé. Alors, en fait, ce que vous énumérez là, c'est tout simplement ce dont bénéficient en réalité les bourgeois gentilshommes, que je les appelle en réalité, de nos villes, parce que oui, notre système de santé est de type pyramidal. Et vous savez que les 34 zones sanitaires, en fait, les 34 zones sanitaires qui, en réalité, rejoignent la population la plus à risque, la plus précarisée, est ce qui est laissé pour compte. Et quand vous parlez de scanner, d'hôpital, je vais vous dire ce qui est. Je vais vous dire. En réalité, je vais finir. Donnez-moi une seconde. Kobe, c'est réceptionné par Yahi. L'IRM pour Cotonou, ce n'est pas arrivé, c'est toujours, ça va arriver. Le bâtiment en construction depuis 2 ans, donc, pour réceptionner cela, n'est pas terminé. Le scanner de Paracou, ça va arriver. Le scanner de Lokosa, ça va arriver. Le scanner de Porto Novo, ça va arriver. Quand on sera en période électorale, eh bien, dans un bling-bling de tour de magie, on sortira 1 ou 2. Et oui, voilà, toute la population applaudira. Et vive le PAG, vive un autre mandat. Je ne parle pas en politique, je parle en chercheur. Et je vous rassure, ne me prenez plus jamais comme parlant en politique parce que je vais questionner les données. Je ne sais pas, monsieur, parce que vous me laissez, je ne sais pas si j'ai encore le temps, sinon je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole au professeur Faustin ici par rapport aux derniers éléments évoqués par le professeur Avalonto pour pouvoir conclure sur le débat de la santé. Je crois que comme c'est une émission de la télé, on ne peut pas être... il faut cadrer quand même dans un certain nombre d'heures à faire en ligne. Et puis, nos internautes aussi ont peut-être des obligations, d'autres choses à faire. Donc, il faut qu'on conclue sur cette émission, sur cette portion, ce pilier, pour qu'on puisse passer au moins au deuxième volet de du plan qu'on a partagé, parce qu'on a partagé un plan d'émission. Il faut que les gens puissent quand même avoir ces éléments-là au cours de cette émission. Donc, professeur Faustin, ici, je vous laisse la parole pour... Oui, merci M. Josso. Vous voyez, mon alter ego, mon protagoniste disait tout à l'heure qu'il est chercheur. Il n'est pas moins que moi, d'ailleurs. Je suis en retraite, mais je suis émérite et je continue d'en faire. Je vais en faire bientôt dans Cotonou encore. Donc, vous ne me connaissez pas assez. Vous avez dit que vous avez 20 millions que vous donnez chaque année, ou en tout cas, que vous amenez donc sur Cotonou. J'ai fait le calcul rapidement, donc ça fait 30 000 euros. Vous voyez, hein, donc c'est très relatif, en tout cas, pour moi qui ai été ancien premier vice-président et qui a un ensemble de responsabilités. Vous dites que je ne sais pas tout ce que vous avez fait. C'est vrai, mais vous ne savez pas non plus tout ce que j'ai fait. Sachez que depuis que je suis en responsabilité, que ce soit à l'île métropole, que ce soit à l'université, allez demander ici dans le ministère de l'enseignement supérieur, de l'environnement, etc., les partenariats qui ont été mis. Donc, vous voyez, calmez-vous.
Ensuite, vous donnez des chiffres qu'on ne peut même pas contrôler. Moi, je ne sais pas. Vous dites qu'un ministre gagne 25 minutes par an. Très bien, moi, je vous entends. Je ne sais pas. Je ne sais pas où vous avez vos chiffres. Hein. Donc, vous voyez, comme dit l'animateur, nous avons convenu d'un certain nombre de choses entre nous. Je peux relever beaucoup de choses, donc vous avez dit, y compris au niveau des chiffres. Un tout petit peu pour redonner la parole à M. Djossou. Vous savez, 7%, 5%, je vous ai dit tout à l'heure, c'est très relatif. Vous avez affaire à un scientifique. 7% de quoi? 5% de quoi? Si aujourd'hui vous avez un gâteau, disons ça fait 500, vous prenez 7%, d'accord? Faites le calcul, ça va faire à peu près 35. Et si vous augmentez le gâteau à 800, vous prenez 5%, ça fait 40. Vous voyez? Donc, quand on donne des chiffres, il faut toujours donner ces chiffres par rapport à quelque chose. Nous sommes entre collègues, hein, donc je vous le suggère tout simplement. Voilà, M. Djossou, je vous redonne la parole. Merci beaucoup. On va revenir au palier 1 du PAG, qui est consolider la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance. Et il y a le premier axe, renforcement des bases de la démocratie et de l'état de droit. Et il y a 3 actions majeures que le gouvernement avait prévues, c'est-à-dire rétablir un état respectueux des principes de la démocratie. Deuxième action, promouvoir une justice indépendante. Donc, je vais revenir vraiment à l'ossature de l'émission initiale. Donc, je vous redonne la parole au professeur Faustin Haïssi de nous dire, sur ces 2 premiers éléments-là, concernant l'état de droit et l'indépendance de la justice, quelles sont les avancées que nous avons connues au cours des 4 dernières années? Alors, donc, tout à l'heure, je disais que le candidat Talon avait eu un projet de société qu'il avait présenté aux compatriotes. Et dans ce projet de société, effectivement, donc, en premier point, il y avait ça. Il y avait, parce que quand on n'est pas politicien, c'était son cas. Il était homme d'affaires, il était chef d'entreprise. Yeah. Et quand on voit tout ce qui se passe, on se dit, mais ce n'est pas possible. Donc, il avait proposé de toiletter la Constitution. Mais pourquoi toiletter la Constitution? Il avait d'abord proposé, donc, amener bien sûr donc, le mandat donc, à 5 ans. Bon, ça peut se discuter, hein, bien évidemment. Mais il avait surtout dit que nous avons un certain nombre d'institutions où c'est le président de la République qui nomme. Par exemple, la Cour constitutionnelle que mes protagonistes aiment tant titiller, la Cour Djogbenou, qui n'est pas mieux ni pire que la Cour Olo ou la Cour Dossou avant, voilà, c'est la Constitution dit, c'est le président qui nomme, je crois que ça doit être 3, et puis l'Assemblée nationale 4. Enfin, en tout cas, et il dit non, dorénavant, il faudra que ça soit 1 pour le président, 2 pour l'Assemblée nationale et 6 pour les acteurs, ce qui paraît du bon sens. Même chose pour la HAC, le CSM, etc. Donc, il a fait pour essayer donc d'amener donc une certaine démocratie pour que les acteurs concernés puissent vraiment effectivement discuter de leurs problèmes. Il avait souhaité cela. Mais voilà, qu'a-t-on vu? La 7e législature a bloqué, n'a même pas voulu discuter. Ils ont voté en commission à 14 contre 1, je crois, oui, et en plénière, ils ont dit non. Nous ne voulons même pas en discuter. Et c'est les mêmes après, d'ailleurs, qui font un certain nombre de remarques et de reproches donc, au gouvernement. Bon, celui qui vous propose cela en disant, j'admets que le poids du président, le poids de l'Assemblée nationale, c'est trop important dans ces institutions que, au niveau de la CSM, que je ne souhaite même plus donc, être le président, enfin, etc. Vous refusez. Et aujourd'hui, vous dites, ah, il y a un problème de démocratie. Non, je suis désolé.
Ensuite, après, bon, nous sommes dans un pays